Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, j'ai un super invité. C'est le docteur David Daudet, qui est le CEO de la startup biotech Gene Green Tech, fondée en 2013, qui est une spin-off de l'université Aix-Marseille. Gene Green Tech est issue de la découverte du professeur Éric Chabrière, que vous connaissez certainement, qui est assez connu en France et puis qui travaille à l'IHU de Marseille. David Daudet est ingénieur en biochimie et microbiologie de l'INSA Toulouse, promo 2009, ça ne nous rajeunit pas. Docteur en biochimie enzymatique, toujours de l'université de Toulouse, promo 2013. À noter également qu'il est aussi, il a aussi le HDR, l'habilitation à diriger des recherches depuis 2019. Donc là, les doctorants qui aimeraient je dirais, qui s'intéresseraient, je dirais, au domaine de recherche et de développement de Gene Green Tech. Voilà, David a aujourd'hui le HDR. Bonjour David, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci et toi? Ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté d'être mon invité Avec aujourd'hui. plaisir. C'est ce que vous développez au sein de Gene Green Tech est vraiment très, très intéressant. Toute l'histoire de l'entreprise est, on pourrait écrire un livre dessus entre Eric Chabrière qui se promène, qui fait ses randos au Vésuve. Enfin, je te laisserai pitcher tout ça, mais Mhm. tout ça c'est vraiment passionnant. Donc, et comment vous en êtes arrivé à développer cette entreprise, c'est vraiment tout ça, c'est vraiment super intéressant. Je te propose un petit peu qu'on te découvre aussi, Ouais. qu'on s'intéresse à ton parcours. David, est-ce que comment dire, est-ce que enfant, tu étais déjà baigné dans les sciences, est-ce que tu disséquais les crapauds dans l'arrière-cour de la maison des parents, ou est-ce que c'est arrivé comme beaucoup de scientifiques finalement un peu au hasard à la veille du bac? Comment ça s'est fait ton cheminement vers les sciences? Oui, non, j'avais pas forcément un environnement familial qui était particulièrement concerné par les aspects scientifiques, donc j'y suis venu par la curiosité, par les études. C'est vrai qu'à l'époque, moi, où j'ai fait mon lycée, etc., les filières scientifiques étaient un peu les filières où on mettait les bons élèves. Je m'en sortais pas mal à l'école, donc j'ai fait une première terminale scientifique. Ça se passait bien, donc j'ai, on m'a conseillé d'aller en prépa, donc j'ai fait maths sup, maths spé, enfin, finalement sans vraiment me poser énormément de questions à l'époque. Et puis ça arrivait en prépa où ben, j'ai quand même commencé un petit peu à me questionner sur ce que je voulais faire. Moi, j'étais dans des filières physique, chimie. Je faisais pas du tout de biologie à l'époque. J'en avais même pas fait au lycée quasiment parce que j'étais déjà dans des filières ingénieurs où on parlait plus du tout de biologie. Et puis par des travaux pratiques et ce qu'on appelait les TPE à l'époque, on devait présenter au concours de prépa des sujets sur lesquels on avait un peu potassé. Et je me suis mis à m'intéresser finalement à la chimie par le prisme de la biologie avec voilà, les enzymes. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit à me spécialiser dans une école qui faisait ce genre de thématiques à l'INSA de Toulouse, en école d'ingénieur. Et puis après, à poursuivre en thèse, parce que finalement, c'est des choses qui m'ont vraiment passionné, mais avec une volonté derrière quand même de trouver aussi des applications. Donc, je voulais faire une thèse parce que ben, c'est aussi se spécialiser sur des choses qui demandent aussi d'y passer du temps, mais derrière, avec la volonté de voilà, sortir ça des labos pour arriver sur des innovations concrètes qui peuvent apporter un bénéfice au quotidien. Voilà un petit peu le cheminement. Et donc, donc, en fait, quand tu fais tes études, maths sup, maths spé, donc tu étais entre guillemets, tu t'étais un peu focalisé sur la physique, la chimie, tu te voyais Ouais, plutôt ingénieur dans ouais, j'étais plutôt l'industrie. parti pour aller faire de la chimie dans l'industrie, voire même en pharmaceutique. Et puis finalement, en m'y intéressant de plus près, je me suis dit que c'était peut-être pas des environnements qui me conviendraient non plus. Et puis voilà, après vouloir faire un pas de côté, finalement, déjà prendre un peu conscience des limites aussi que pouvait avoir la chimie sur le long terme, et essayer d'y apporter une coloration un peu plus biologique, biotech, en s'inspirant des sciences du vivant aussi, et essayer de trouver finalement ce qui dans la nature pourrait être décliné pour en faire des applications industrielles. Voilà. Et courant ton parcours, je dirais, à l'INSA, qui est donc très spécialisé bio, hein, Ouais. donc bio-ingénierie en général.
tu as été un peu… est-ce que tu as eu cette fascination là pour le monde de la biochimie? Parce que euh, Ouais, c'est quand même assez incroyable, hein, je dirais, ce qui se passe dans le monde de la biologie. Moi, j'avais un enseignant en microbiologie qui nous disait pour toute réaction chimique, vous trouverez toujours une bactérie qui peut la faire. Même celle qui est la plus incroyable, même si elle est la plus théorique, qui demande des conditions de catalyse ou de concentration ou de température dingue, vous trouverez toujours, il faut bien creuser quelque part sur Terre, ouais. vous trouverez toujours une bactérie qui l'a fait, entre guillemets, les doigts dans le nez avec ses enzymes, quoi. Et c'est Ah, bah, fascinant, quelque part. la nature a cette capacité-là de réussir à innover et puis elle a beaucoup plus d'années derrière elle et devant elle pour faire les choses. Donc finalement, quand on s'y intéresse un petit peu et quand on sait où aller chercher, on arrive à trouver vraiment des choses assez exceptionnelles dans la biodiversité. Donc il ne faut surtout pas négliger ça. Après, si on arrive à maîtriser un petit peu ce que la nature a fait, à le domestiquer pour en faire quelque chose, ben là, on arrive à vraiment faire des choses sympathiques. Ouais. Et c'est vrai que dans la biochimie, il y a énormément de choses à développer et ça fait partie vraiment je pense, des sciences d'avenir. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi des personnes quand j'ai fait mes études à l'INSA, notamment. Pour le citer, c'est notamment Pierre Monsant, qui est un des pères fondateurs de la biotechnologie française, qui faisait des cours aux étudiants et qui m'a vraiment sensibilisé sur tous ces sujets-là, avec qui je garde encore des très bons contacts, avec aussi cette volonté justement de ne pas se cantonner au laboratoire et aussi d'essayer de s'inspirer de la nature pour aller faire des choses pour la vie aussi de tous les jours. Et donc voilà, c'est aussi ce cheminement-là, des rencontres avec des personnes avec qui j'ai encore des liens aujourd'hui. Euh, c'est parler de mentor, mais c'est aussi ça, voilà. Qui t'ont porté. Donc, du coup, tu es diplômé de l'INSEE en ingénierie, donc bio-ingénierie. Ouais, c'est ça. Et puis là, tu décides de faire un master recherche. Ouais, ben en fait, j'étais très Alors, moi, ce qui intéressé par m'intéresse, la poursuite en thèse. Ouais. voilà, c'est la transition dans ton Mm. mindset. Parce que quand on est diplômé d'ingénieur, on a, entre guillemets, la facilité de trouver des emplois dans l'industrie. Et là, quel a été le cheminement de te dire, je vais aller faire de la recherche? Parce que c'est quand même un truc particulier, la recherche. Ouais, ben, il y avait plusieurs choses. Donc déjà, la curiosité faisait que ben, c'est intéressant de se plonger 3 ans sur un sujet, d'aller vraiment creuser quelque chose, de se spécialiser, d'aller aborder des choses qu'on n'aura pas le temps de faire par la suite parce qu'on ne peut jamais consacrer vraiment des années sur un sujet particulier. Donc, ce côté un peu là. Et puis, pendant mes études, moi, j'ai eu l'occasion de faire des stages aussi dans des entreprises, dans des grosses entreprises en recherche. Et je me suis rendu compte finalement que déjà, mes encadrants, pendant mon stage, beaucoup avaient des doctorats, alors qu'ils venaient d'une génération voilà, où il y avait peut-être encore moins de facilité à faire des thèses. Et je me suis dit, finalement, déjà dans le top management de ces entreprises, il y a déjà des gens qui sont des docteurs. Je me suis dit, finalement, ce n'est pas un frein, c'est compatible aussi avec l'entreprise. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas aller approfondir un sujet pendant 3 ans, me spécialiser et puis après rebifurquer vers un aspect plus concret des choses aussi, mais avec ce lien vers l'innovation parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, c'était vraiment l'idée de te dire que tu veux maîtriser en fait la chaîne de valeur de l'innovation de A à Z, c'est-à-dire depuis la recherche, et puis après peut-être ça s'est cheminé de manière plus précise un peu plus tard, mais à la fin de la thèse, mais j'imagine que tu avais déjà cette idée d'innovation pour ensuite, alors soit faire de l'innovation dans une grande entreprise, soit maintenant que ça s'est concrétisé aujourd'hui dans une startup, mais c'était déjà le driving force, c'était l'innovation, c'est-à-dire amener quelque Ouais. chose de neuf pour le monde. Oui, et puis voilà, on se rend compte que dans les laboratoires de recherche, il y a énormément de technologies, de sciences qui est hyper intéressante et qui mérite aussi de passer le cap, voilà, de se poser des questions vraiment quelle peut être aussi l'utilité des choses. Il y a beaucoup de fondamentales pour comprendre, ce qui est indispensable, mais c'est bien aussi de se dire qu'est-ce qu'on peut en faire, quels bénéfices on peut en tirer. Et c'est ça, et je pense aujourd'hui, en tout cas moi c'est quelque chose auquel je crois énormément, c'est que beaucoup de l'innovation va sortir aussi des labos. Ça devient un peu normal de créer des startups même quand on est dans l'académique.
Je pense que c'est un bon levier, un bon levier d'innovation aujourd'hui. Euh, donc voilà, moi, c'est ça, cette interface-là que je me positionne, c'est ce qui me plaît. Je continue à avoir un pied dans la recherche, un pied dans l'applicatif. Vous le disiez en introduction, j'ai la chance de passer l'HDR aussi, donc j'encadre des thèses, mais avec une vision derrière pour faire des choses. Et cette interface-là me plaît bien et je pense que c'est quelque chose qui va se démocratiser aussi. Voilà. Oui, et puis on en a besoin. On a vraiment besoin de ce courroie de transmission entre le monde académique et le monde privé, entre guillemets, entre l'innovation. Ouais, ben, il y a une image qu'on aime bien, c'est vrai qu'on est hébergé dans l'IHU. On prend un peu cette image-là, la recherche, enfin, le monde académique et l'industrie sont deux gros paquebots qui avancent avec des caps et des vitesses différentes. Et c'est très difficile de faire le lien entre les deux. Et il faut des navettes. Et les navettes, ben, c'est peut-être les startups aussi. C'est cette agilité-là qui permet de faire le lien entre des mastodontes qui ne savent pas forcément se parler au départ. Ça le devient, mais ce n'était pas forcément le cas initialement. Voilà. Absolument. Je partage absolument je dirais, ce point de vue. Donc après le master recherche, tu t'engages dans une thèse de doctorat, de recherche en enzymologie sur j'ai mal noté c'était sur l'amylase ou l'amylose? L'amylosaccarase, ouais, c'était L'amylosaccharase, d'accord. des enzymes qui travaillent sur les sucres. Bon, déjà, voilà, j'avais cet intérêt pour les enzymes qui sont vraiment des formidables molécules qui sont des biocatalyseurs naturels qui permettent de faire en quelques secondes, en quelques fractions de secondes, ce qui mettrait des années, des dizaines d'années, voire des milliards d'années à se produire sans catalyse, quoi. Donc, il y a vraiment ce côté, ce moteur en fait que ça représente à l'échelle du vivant, puisque toutes les réactions chimiques dans tous les organismes sont catalysées par des enzymes. Donc, c'est vraiment des molécules qui sont indispensables à la vie. Et souvent, c'est difficile de les amener à des applications industrielles parce que dès qu'on va les sortir de leurs cellules ou de la bactérie dans lesquelles elles vivent, eh ben, on est confronté quand même à un certain nombre de limitations, de fragilités. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de justement aller chercher des enzymes dont on peut faire des choses concrètes dans l'industrie et en allant chercher des candidats un peu originaux. Donc là, tu as vraiment consolidé ton expertise en enzymologie, euh, et donc, là, la transition, moi, ça m'intéresse beaucoup, ces histoires de transition, c'est comment s'est fait l'opportunité, je dirais, de rejoindre Gene Green Tech. Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as rencontré Richard Brière, je ne sais pas, dans un match de foot ou dans un congrès, ou est-ce qu'il était, je ne sais pas, lors d'un séminaire dans ton labo? Comment ça s'est fait, cette transition vers la création de cette start-up? Puis, est-ce que tu peux nous raconter aussi un peu l'historique de la création de Gene Green Tech? Parce que, bon, moi, évidemment, j'ai un peu lu, mais je voudrais que tu le racontes pour ceux qui nous regarderont, parce que l'histoire est sympa. Et puis, voilà. Ouais, bah, alors moi quand j'ai fini ma thèse, je me voyais pas continuer forcément dans l'académique parce que bon, c'est un peu des parcours aujourd'hui qui sont devenus bouchés, où les recrutements se font assez tard, etc. Il y a beaucoup d'années, un peu de galère avant d'arriver à avoir un poste, etc. Et j'avais quand même cette volonté de développer des applications concrètes. Donc, je cherchais plutôt sur le côté privé et notamment les startups. Moi, j'avais eu l'occasion de faire un stage déjà en startup quand j'étais étudiant à Manchester. Ça m'avait énormément plu. Donc, je me suis dit, ben, c'est peut-être l'environnement qui, moi, me conviendra le plus. Et puis, il y a le côté touche à tout aussi dans les startups où voilà, il faut être couteau suisse. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Et donc, il y a eu cette offre de Gene Tech qui venait tout juste de se créer à l'époque. C'était vraiment les balbutiements. Et puis, ben, j'avais eu l'occasion dans ma thèse de travailler sur certaines façons de faire évoluer les enzymes dans lequel un des cofondateurs de Gene Green Tech, Michael Elias, avait beaucoup travaillé aussi à l'Institut Weizmann. Donc, en fait, on avait des recoupements comme ça sur des thématiques un petit peu de recherche. Je pense que c'est ce qui avait plu aussi dans mon CV. Et puis, les choses se sont faites après assez naturellement. Moi, Donc, tu as je suis vu passer, aussi. t'as Donc, vu Marseille, passer, c'était bien. t'as vu passer une annonce, Oui, c'était une startup annonce. cherche Chief Scientific Officer, un truc comme ça? Non, au départ, c'était comme chercheur. Alors, D'accord. l'offre qu'il y avait, même au départ, c'était chercheur en microbiologie. Moi, j'avais fait un peu de microbiologie, mais ce n'était pas ma spécialité. Mais je sentais qu'il y avait quand même des affinités avec le sujet.
Et puis en discutant, on s'est dit, finalement, il y avait peut-être un poste qu'il fallait pourvoir en plus, dont on n'avait pas diffusé l'offre, qui était vraiment sur l'ingénierie d'enzymes, et c'était ma spécialité. Donc on s'est dit, allez, un banco. Et donc, premier salarié de l'entreprise, voilà. Je trouve l'histoire vraiment super géniale parce que c'est pas très loin, Toulouse-Marseille. Enfin, la France en général, c'est quand même un petit pays, mais je trouve ça très drôle, entre guillemets, le fait que tu as répondu à une annonce, en fait. Mm. Je trouve ça marrant, tu vois, parce que on imagine toujours les startups, je sais pas, que les gens, ils ont travaillé ensemble dans des labos secrets ensemble, tu vois, et en fait, non, c'est vraiment l'opportunité que tu as saisie. Et ça, j'aime beaucoup cette idée-là. Tu as vu passer une annonce. Alors, d'ailleurs, c'était sur quoi? C'était sur Je sais de plus à mémoire. l'époque, j'avais dû voir passer ça sur Indeed, mais je sais pas où Ouais, ça avait d'accord. été publié initialement, voilà. Mais Excellent. non, après, moi, je crois beaucoup à ça aussi, aux opportunités. Je pense qu'il n'y a pas de règle là-dessus, hein. Il faut toujours être ouvert d'esprit parce que finalement, on ne sait pas d'où vont arriver les bonnes collaborations, mais même aujourd'hui dans la recherche, hein. Moi, je ne sais pas à l'avance quel va être le bon collaborateur, mais après, c'est des affinités qui se créent, c'est des recoupements de thématiques, c'est plein de choses qui font que d'une idée des fois saugrenue ou d'une mise en relation auquel on n'aurait pas pensé, finalement, les choses se matérialisent et c'est ça aussi qui est intéressant. Et comment s'est fait ta rencontre avec Eric Chabrier Chabrier, pardon, et l'autre associé, l'autre cofondateur? Euh, Ça a été, on va dire, classique, hein, un entretien d'embauche dans les locaux. Moi, à l'époque, la start-up, au tout départ, était hébergée dans la faculté de médecine de Marseille. Maintenant, on est dans l'IHU, mais il n'existait pas à l'époque. Et donc, voilà, visiter les labos, se rendre compte que il y avait beaucoup d'outils que je connaissais aussi, les compétences ça s'imbriquaient bien dans les thématiques de la start-up. Et puis voilà, après, ça s'est décidé assez vite aussi. Je pense qu'on a su qu'il voilà, il y avait des affinités réelles qui pouvaient exister sur les aspects scientifiques. Et puis après, moi, mon rôle, petit à petit, il a évolué parce qu'en étant le premier employé, petit à petit, j'ai pris des responsabilités. Puis voilà, maintenant, je suis directeur et ça s'est fait naturellement, entre guillemets. et, c'est génial. Bah écoute, on peut peut-être maintenant parler directement de Gene and Green Tech. Qu'est-ce que vous faites et à qui ça s'adresse? Et quel est un peu l'historique de l'entreprise? Quel est le contexte dans lequel vous intervenez? Et quelle est votre solution? Voilà, donc, Ouais, je peux partager éventuellement quelques slides. Il y en a avec plaisir. vraiment pas beaucoup, mais on peut faire un petit support visuel et puis ça n'empêche pas de discuter en même temps. Est-ce que tu pourras me les communiquer pour que je les mette éventuellement dans l'article de blog pour ceux qui ou c'est confidentiel? Non. Alors, Non, c'est pas confidentiel, d'accord. sinon je ne le partagerai pas. Mais donc voilà, Ginen Green c'est une société issue de la recherche académique marseillaise qui garde son lien avec l'université, avec l'écosystème de la recherche marseillaise, hein, puisqu'on est vraiment hébergé, on est au cœur du réacteur, on est dans l'IHU. Donc on a ces accès privilégiés à tous les laboratoires, toutes les plateformes technologiques. Et donc c'est vraiment une relation gagnant-gagnant parce que on apporte des projets, on les co-développe, les brevets sont co-déposés avec les universités, etc. Donc, à la fin, c'est la création de valeur aussi pour tout le monde. Et c'est vraiment le modèle, moi en tout cas, dans lequel je crois, parce que il y a des vraies synergies et des vrais ponts à faire dans tout ça. Excuse-moi, je te coupe sur la photo du port. Ouais. Est-ce que l'IHU est visible ou non? C'est juste une Non, photo. l'IHU, il n'est pas visible. Non, parce que C'est un peu moins glamour, il y a le ouais, côté ouais, parce que IHU. vous aurez pu avoir les pieds dans l'eau, quoi. Tu vois, parce qu'il y Mais a. on n'est Oui, pas loin du Vieux-Port quand même, hein, ça va. d'accord. Il y a quelques stations de métro. Déjeuner sympa au port pour discuter science. Non, mais on n'est pas loin, vraiment. Ça reste un grand village, hein, Marseille. Et donc l'idée de Genentech, c'est d'utiliser des nouvelles approches pour finalement adresser un petit peu toutes les problématiques qu'on voit aujourd'hui autour de l'antibiorésistance et puis de l'utilisation de molécules chimiques pour aller lutter contre les infections. Donc, c'est vraiment l'idée d'aller apporter des nouveaux outils. Et ça s'inscrit finalement dans tous les enjeux aujourd'hui de l'Organisation mondiale de la santé, voilà, qui considère que l'antibiorésistance, alors c'est toujours soumis à débat, mais que ça fait partie
des enjeux sanitaires d'aujourd'hui et de demain, d'aller développer de nouvelles approches pour lutter contre les bactéries, contre les infections bactériennes. Et la volonté aujourd'hui, c'est de développer de plus en plus des approches qui sont globales. Évidemment, on pense à la santé humaine, hein, parce que quand on parle d'infection, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est les infections chez l'homme. Mais les bactéries, elles infectent les plantes, elles infectent les animaux, elles sont partout dans l'environnement. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir apporter des réponses finalement à toutes les composantes de l'antibiorésistance aujourd'hui, en ayant des solutions qui puissent être déclinées dans ces différentes applications sans avoir les contraintes des méthodes actuelles qui génèrent des résistances, qui sont parfois polluantes pour l'homme, pour l'environnement, avec des conséquences sanitaires, environnementales. Donc, c'est finalement faire un pas de côté et aller trouver des solutions beaucoup plus durables pour répondre à ces problématiques d'infection bactérienne. Et donc, notre approche, finalement, elle est un peu originale, hein, par rapport à ce qui existe aujourd'hui. C'est qu'on va cibler non pas la survie de la bactérie comme le fait un antibiotique qui va aller tuer, et c'est d'ailleurs ça qui sélectionne les résistances en général, mais nous, on va aller cibler un système de communication que les bactéries utilisent. En fait, les bactéries, on le sait quand même depuis maintenant un certain nombre d'années, c'est des micro-organismes sociaux qui échangent de l'information, qui communiquent. Et le support de cette communication, c'est des molécules signalent que les bactéries produisent et qu'elles détectent. Et en fait, c'est révélateur de la densité de bactéries. Plus on va avoir un développement bactérien, plus ces molécules de communication, ces molécules signalent, s'accumulent dans l'environnement, jusqu'à atteindre une concentration vraiment critique, au-delà de laquelle les bactéries vont changer complètement de comportement et elles vont adopter un comportement de groupe, c'est-à-dire qu'elles vont se coordonner pour mettre en place tout ce qui est lié à la virulence. Vont produire des toxines, des molécules pour aller endommager les cellules de l'hôte, etc. Et puis elles vont former un biofilm qui est une espèce de matrice dans lesquelles elles vont se réfugier, qui va limiter aussi l'action des traitements du système immunitaire. Et donc, ce système de communication, il est vraiment central, il régit la mise en place de cette virulence. Et donc, notre idée, ça a été de dire, il y a sûrement des façons de dégrader ces molécules de communication pour bloquer les signaux et empêcher les bactéries de communiquer et de se synchroniser, d'adopter ce fameux comportement de groupe dans lequel elles sont problématiques. Et donc, on a mis au point des enzymes qui sont capables de dégrader ces molécules de communication et qui vont rendre, entre guillemets, les bactéries silencieuses, sans les tuer, et donc sans, ou en tout cas une bien moindre pression de sélection que ce que vont faire des antibiotiques classiquement. Et donc, on a une approche beaucoup plus durable pour aller lutter contre cette virulence bactérienne. On aime à dire qu'on tue le message, mais pas le messager. Et c'est le fait de tuer le messager qui, en général, va sélectionner des résistances. Donc, bien sûr, ça, c'est un peu l'approche sur le papier. On peut se demander, est-ce que ça fonctionne réellement? Et donc, tout notre travail, ça a été de montrer que oui, ça marche, qu'on peut lutter contre les infections bactériennes. Et donc, on a pris des pathogènes de différentes origines, des pathogènes de santé humaine. On a beaucoup travaillé sur Pseudomonas aeruginosa, qui est une bactérie responsable d'infections pulmonaires notamment. Donc, on a fait des modèles murins, donc de rats infectés avec ce pathogène. On a vu qu'on pouvait administrer l'enzyme et empêcher le développement de la virulence et donc sauver les rats qui étaient infectés. Ça nous a donné des idées d'aller s'intéresser sur des pathogènes animaux. Donc, on a beaucoup travaillé sur des bactéries qu'on retrouve dans les élevages, beaucoup sur l'aquaculture, parce qu'il y a beaucoup d'infections bactériennes, c'est des élevages intensifs en aquaculture. Donc, on a pu montrer que là aussi, on arrivait à réduire la virulence de bactéries pathogènes des élevages. Et puis, on s'intéresse de plus en plus, et c'est devenu finalement le gros axe de nos recherches, qu'on pouvait limiter les infections de bactéries phytopathogènes. Donc, c'est les bactéries qui vont infecter les plantes. Et il y a beaucoup aujourd'hui de bactérioses de plantes. On parle des chancres, on parle de feux bactériens, vraiment des bactéries extrêmement problématiques qui vont détruire complètement les parcelles. Donc, on travaille sur tous ces axes-là. On a beaucoup documenté nos recherches. On a une approche qui est nouvelle, donc il faut expliquer comment ça marche, il faut évaluer son efficacité.
Donc, on a travaillé pendant plus de 8 ans sur ces sujets-là. On a fait plus de 27 publications scientifiques. On a encadré, je dois être à 7 thèses, ouais, et on a déposé forcément des brevets parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Et donc, ces enzymes, on les a non seulement identifiés, mais on les a améliorés. Et c'est vraiment notre savoir-faire. Et on peut se demander là aussi, est-ce que c'est seulement des solutions de labo ou est-ce que c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir appliquer? Et je vous disais en introduction que les enzymes sont parfois des molécules un peu fragiles et qu'on a du mal des fois à décliner des applications. Donc nous, en fait, les enzymes avec lesquelles on travaille, justement pour trouver des candidats qui sont stables, eh bien, on va les chercher dans des environnements un peu extrêmes. Et donc, on a identifié des enzymes au tout départ, donc ça c'était avant la création de la start-up, dans les sources d'eau chaude du Vésuve, dans des archées, donc qui sont des micro-organismes qui sont capables de survivre à des conditions extrêmes. Parce qu'on parlait de la formidable capacité de la nature à évoluer vraiment en fonction de contraintes assez drastiques. Et bien, dans ces environnements où il y a des températures extrêmes, des pressions particulières, etc., ben, la vie arrive à se développer. Et cette vie, eh ben, elle héberge des molécules, en l'occurrence des enzymes, avec des propriétés assez étonnantes. Et donc, on va décliner ces applications. D'ailleurs, je te coupe, excuse-moi, mais j'étais vraiment fasciné par l'historique parce que c'est quand on pense aux extrémophiles, donc toutes ces petits micro-organismes qui sont, on a toujours une vision un peu romancée de d'où on les trouve, c'est-à-dire dans des endroits très, 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 très extrêmes. Évidemment dans les volcans en activité. Mais bon, le Vésuve, certes, il est toujours un peu chaud, tu vois, mais on n'est plus autant de Pompéi, quoi. Donc, j'aurais pas imaginé qu'on aurait pu trouver des archées actives avec un potentiel, avec quelque chose d'intéressant à trouver, quelque chose qui est finalement pas très loin de nous. Non, c'est sûr, mais il y a des sources d'eau chaude à proximité de Naples. Et c'est dans ces environnements-là qui sont quand même assez particuliers qu'on va isoler des choses, mais ça peut être, je sais qu'en Islande, il y a des gens qui vont chercher des choses, c'est pas très très loin non plus. Il y a énormément d'environnements, de niches écologiques dans lesquelles on a vraiment des particularités. Qu'on pourrait qualifier extrême par rapport, je dirais, à la fenêtre d'habitat, on va dire, de la vie normale, entre guillemets, quoi. Oui, il y a quand même il y a quand même une grande partie du vivant qui se développe, ce qu'on dit mésophile, hein, donc dans des températures entre 0 et 20 degrés. Et puis, dès qu'on commence à monter un petit peu en température ou à descendre, ben, quand sous 0, on est chez les psychrophiles. Après, au-dessus, 50, 60, on arrive sur les thermophiles et les hyperthermophiles après. Mais c'est sûr que plus on va dans des températures extrêmes, moins on a de diversité aussi. Mais cette diversité, elle est quand même étonnante. Voilà. C'est ça, exactement. Et donc, juste une petite précision pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément des biologistes. Donc, le micro-organisme, tu as dit que c'était un archée. Les archées, c'est une branche de la vie qui est très, bon, évidemment très ancien, mais surtout qui n'est pas des bactéries et qui n'est pas des champignons microscopiques. C'est une autre branche, c'est la troisième. C'est une autre branche et c'est ce qui en fait aussi quelque chose d'assez original puisque c'est une part du vivant qui relève vraiment de ressources étonnantes. Voilà. Absolument. Bon, mais je t'ai coupé, mais je voulais qu'on replace un peu le contexte tu fais bien. de découverte parce que c'est quand même fascinant. Le Vésuve, c'est à côté, donc c'est voilà, je te laisse. Ouais, et du coup, voilà, on se dirige vers ces écosystèmes-là parce qu'on se dit ils vont abriter des choses avec des propriétés étonnantes, mais après, ben, on le vérifie. Et donc, on a pu montrer que ces enzymes, elles étaient résistantes jusqu'à plus de 100 degrés. Donc, si on fait bouillir de l'eau, l'enzyme ne meurt pas. Donc, enfin, ne meurt pas, c'est pas vivant, mais elle se dénature pas. Une enzyme conventionnelle, on va dire, des 30 degrés, elle commence à montrer des signes de faiblesse. On a montré que c'était compatible avec plein de solvants. L'enzyme, quand on la garde sur la paillasse à température ambiante, pendant plusieurs années, elle garde son activité. Donc, c'est vraiment quelque chose de très robuste qui finalement se rapproche plus d'une molécule chimique que d'une protéine traditionnelle. Ce qui fait qu'on va vraiment pouvoir s'imaginer des applications ce qu'on n'aurait pas pu forcément faire avec des enzymes fragiles. Et puis, cette stabilité, c'est aussi un atout pour pouvoir
produire de façon maîtrisée cette enzyme. Bien sûr, quand on a besoin d'enzymes, on ne va pas aller dans les sources d'eau chaude à côté du Vésuve pour produire. Il faut qu'on soit capable de maîtriser ça. Et donc, on a identifié le gène qui code pour cette protéine. Le gène, on l'a cloné dans une bactérie qu'on connaît bien, qu'on est capable de faire pousser dans des fermenteurs, comme vous voyez à l'image. Et donc là, on se redirige vers la biotechnologie traditionnelle. On va utiliser des outils de culture bactérienne, de fermentation, qu'après, on est capable de monter petit à petit en échelle pour produire des lots de plus en plus significatifs et se diriger vers une application concrète. Et donc aujourd'hui, nos axes, c'est vraiment d'aller utiliser ces enzymes antimicrobiennes sur deux marchés qui sont porteurs pour nous, mais qui sont aussi des marchés en plein changement, puisqu'on a beaucoup utilisé les antibiotiques dans la nutrition animale pour les élevages, et puis on s'est rendu compte des dommages que ça pouvait avoir dans les problèmes de résistance. En agriculture, aujourd'hui, on utilise énormément de molécules biocides qui sont en général issues du chimique. Il y a également des choses comme le cuivre qui sont utilisées en grande quantité, mais le cuivre ne se dégrade pas dans l'environnement. Il reste du cuivre, donc ça s'accumule dans les sols. Ça a des problématiques de toxicité pour la biodiversité. Et donc, il y a tout finalement ces approches un peu conventionnelles qui atteignent petit à petit leurs limites, qui en plus doivent faire face à des contraintes réglementaires de plus en plus drastiques. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui des choses à développer pour proposer des alternatives, mais qui n'auront pas les biais et les conséquences des technologies qui sont utilisées aujourd'hui. Et donc, nous, on veut amener ces enzymes-là sur ces marchés novateurs pour aller développer des choses beaucoup plus durables que les solutions actuelles dont on connaît maintenant malheureusement les limites. Et c'est une innovation qui est à la fois technologique, mais qui dans certains cas va être réglementaire aussi, puisque dans le domaine de l'agriculture, par exemple, il n'y a pas aujourd'hui d'enzymes qui sont utilisées pour la protection des cultures et des plantes. Donc, il faut aussi faire évoluer un petit peu les contextes, les cadres réglementaires pour arriver avec des nouvelles solutions qui soient un peu différentes de ce qui se fait classiquement. Voilà un petit peu pour les activités de la société. Formidable. Donc, moi, j'ai quelques petites questions sur… Bien sûr, oui. Donc là, aujourd'hui, vous avez combien d'enzymes différentes? Est-ce qu'elles viennent toutes du même archéa ou c'est différentes archéas? Alors, on travaille toujours, on s'est spécialisé sur une seule enzyme d'une archée, mais notre travail, nous, c'est d'améliorer l'enzyme. D'accord. Donc, on a des compétences en ingénierie génétique pour aller apporter des améliorations en fonction des applications qu'on va vouloir développer par rapport à un pathogène d'intérêt ou par rapport à une culture d'intérêt, par exemple pour des applications en agriculture. On va optimiser l'enzyme pour que son activité soit vraiment décuplée par rapport à l'enzyme sauvage, naturelle. Et donc, ça, c'est notre travail. Ça nous permet d'arriver avec des doses efficaces qui sont compatibles avec des coûts d'application. Parce que quand on est dans la nutrition animale ou quand on est dans l'agriculture, dans un cas, on va devoir traiter des tonnes d'aliments, dans l'autre cas, on va devoir traiter des hectares de culture. On connaît les prix pratiqués dans les traitements et il faut qu'on soit dans la même gamme pour pouvoir être compétitif. Et donc, il n'y a pas de secret, les enzymes, ça peut être des molécules chères, mais elles peuvent être actives en petite quantité. Et donc, on joue sur ces efficacités-là pour avoir quelque chose qui reste pas juste un outil de laboratoire, mais qui trouve des applications. Voilà. Et en termes d'optimisation, c'est des changements d'acides aminés ou des adjonctions de groupes? Exactement ça, oui. On connaît bien la structure de ces enzymes. Ça, c'est vraiment la compétence au départ du laboratoire. C'est de la biologie structurale, c'est de la biochimie des protéines. Donc, on connaît vraiment, c'est des grosses molécules, ça a une structure particulière, c'est des polymères qui s'enchevêtrent, donc ça a une structure tridimensionnelle et on sait quelles zones de l'enzyme sont particulièrement importantes et on va apporter des modifications à ces endroits-là, à des points chauds, et après on va tester
tester et identifier les meilleurs enzymes, on les caractérise et puis on continue l'amélioration. Ça, c'est vraiment le fil rouge des activités de la société, c'est de, en permanence, améliorer les enzymes pour en faire des outils de plus en plus efficaces. C'est une enzyme monomérique, hein, c'est pas allostérique. Comment elle Elle fonctionne? elle est sous forme dimérique, Numérique. mais enfin, ces deux sous-unités sont actives. Voilà. D'accord. Donc, Et ouais, vous n'avez pas ce problématique-là de l'allostérie. Donc, ça non, fonctionne plein pot direct. Ouais. ouais. Cool. Et du coup, bah, ce savoir-faire qu'on a, donc on l'a beaucoup appliqué à notre candidat numéro un, on va dire, mais de plus en plus, on s'intéresse aussi à aller à trouver des nouvelles enzymes. Alors là, on s'intéresse à des enzymes qui luttent contre les bactéries. Mhm. Et demain, ce sera sûrement pour lutter contre les champignons, par exemple. Oui, les mycotoxines, c'est vraiment un fléau Les aussi. mycotoxines et puis les infections des fongiques, hein, dans l'agriculture notamment. Un fusarium, c'est la double peine, hein, sur les céréales, ça infecte les pies et en plus, ça produit des mycotoxines. Donc, c'est vraiment, ça peut régler deux Double peine. problèmes en un si on a des solutions pour aller lutter contre ça. Voilà. Parce que l'infection, à la rigueur, on le voit. Je veux dire, l'agriculteur peut le voir, mais les mycotoxines, parfois, tu ne les vois pas et ça passe, je dirais, dans la chaîne alimentaire. Ça vient dans les animaux, ça finit dans le lait Ouais. et ça demande des enquêtes ensuite, entre guillemets, à rebrousse-poil pour essayer de trouver d'où ça vient. Et Ouais. de Alors, manière heureusement, les contrôles se sont intensifiés, mais ce n'est pas vrai dans toutes les régions. Et puis voilà, hein, tous les lots ne sont pas systématiquement testés. Donc, non, effectivement, c'est des vrais enjeux aujourd'hui, tant on sait que ces molécules, même en toute petite quantité, ont des effets très, très néfastes sur la santé, c'est reprotoxique, c'est génotoxique. Enfin, on ne peut pas faire toute la liste tellement c'est embêtant, ces molécules. Voilà. Et ce qui est fascinant avec cette enzyme, c'est que j'ai l'impression que, enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai, hein. Je veux dire, quand je me suis intéressé à Green and Green Tech, c'est que avec une enzyme, vous arrivez quand même à vous attaquer à plein de typologies de molécules différentes. Est-ce que c'est sa nature propre, je dirais, issue de l'archéa, je dirais. D'ailleurs, l'archéa, elle le sécrète ou est-ce que c'est une enzyme, j'imagine qu'elle le sécrète pour se défendre des bactéries ou comment. On n'est même pas sûr que ce soit ce rôle-là que l'enzyme ait dans l'arché. On n'est pas convaincu de ça parce que la biodiversité dans les sources Ah d'eau oui. chaude, il n'y a pas grand-chose. Donc Elle n'a là-dessus, pas on n'a beaucoup jamais. d'ennemis, quoi. Voilà. C'est ça. Sa capacité d'adaptation est finalement son atout numéro un Mhm. par rapport à la concurrence. On n'est pas aujourd'hui convaincu de ça. Après, c'est aussi ce qu'on appelle la sérendipité en science, Mhm. c'est-à-dire d'aller identifier un peu par hasard des choses et après de les domestiquer pour en faire d'autres applications qui n'étaient pas forcément, forcément ce pourquoi au départ on travaillait sur ça. Mais non, il y a beaucoup de choses à faire. Les enzymes, là, ciblent un système de communication qui est quand même assez répandu dans le monde bactérien. Et donc, ça permet d'aller cibler tout un tas de pathologies, comme je le disais, chez l'homme, chez l'animal, chez les plantes. Nous, on s'est focalisé sur l'animal et les plantes parce que si on va sur l'humain, on est de suite dans le développement d'un médicament et il faut quand même avoir les reins pour pouvoir se lancer sur ce type d'application. In fine, ça peut être aussi des choses sur lesquelles on continuera de travailler en applicatif. On l'a fait au départ beaucoup sur des aspects recherche aussi pour comprendre comment les choses fonctionnaient. On a testé beaucoup de pathogènes humains. On est dans un IHU aussi, donc on a Bien beaucoup sûr. d'accès à des collections de souches assez facilement. Mais voilà, sur les applications, l'agriculture et la nutrition animale ont peut-être des barrières à l'entrée un peu moins élevées, notamment la nutrition animale, sur lesquelles aujourd'hui il y a beaucoup d'enzymes dans l'alimentation animale, pas forcément pour lutter contre les bactéries, mais pour augmenter la digestibilité des fibres, pour augmenter l'apport finalement de la ration alimentaire des fibres, etc. Donc, il y a beaucoup d'enzymes. C'est des commodités, c'est des produits de commodité, les enzymes aujourd'hui en alimentation animale. Donc, il n'y a pas de crainte particulière par rapport aux enzymes. Donc, ça peut être vraiment un moyen d'arriver sur le marché le plus tôt possible. Donc, vous n'avez Sur, pas besoin d'évangéliser. Il y a déjà un usage. Les ouais, agriculteurs, les éleveurs ont l'habitude ouais, d'utiliser il y a une vraie des valeur compléments. d'usage Ouais. qui est connue et qu'on peut même augmenter parce qu'on remplacerait les antibiotiques. Donc, là-dessus, l'histoire, elle est facile à raconter, elle heurte personne. Et Sur,
tu es d'accord, dans l'article de blog, je mettrai aussi un documentaire de Arte sur l'antibiorésistance dans les élevages de porcs, notamment en Allemagne, c'est PO. Je le Ouais. mettrai comme ça si les gens qui sont intéressés pourront. Le documentaire est très très bien fait, souvent les Non, bien sûr, documentaires d'Arte sont très. c'est finalement dans les élevages intensifs où la densité est la plus importante que les bactéries évoluent le plus rapidement et que à la fin, on se retrouve avec des candidats qui sont vraiment très, très embêtants. Alors, si tu me permets, justement, c'est par rapport, encore une fois, ce documentaire, il est super bien fait, je vous le mettrai. Dans les élevages intensifs, évidemment, il y a énormément d'antibiotiques qui ont été utilisés, donc ça a induit de la bactériorésistance sur les porcs, mais ce n'est pas simplement le problématique je dirais, de l'animal. C'est que Ah, voilà. l'éleveur, lui, il va récolter sur sa peau, en manipulant les bactéries résistantes, et s'il se coupe, etc., et qu'il se retrouve à l'hôpital, eh ben, on a eu en Allemagne des cas d'infection nosocomiale à bactéries résistantes qui étaient en fait dus à la bactérie qui avait été, je dirais, prise de l'élevage, quoi. Oui, et puis ça se C'est retrouve un passage. après dans la chaîne alimentaire aussi. Donc, il y a toutes les zoonoses derrière. Enfin, il y a vraiment, tu parles du cochon, mais chez le poulet aussi, il y a des souches qui sont vraiment extrêmement problématiques, qui ont évolué pour devenir comme ça avec tous les traitements. Il faut quand même avoir en tête que pendant longtemps, les antibiotiques en élevage, ça a été utilisé comme promoteur de croissance. Oui, Donc voilà, on part de loin. oui, Hein. oui, oui, c'est ça. C'était pas juste pour soigner quand il y avait un problème d'infection d'un animal, c'était utilisé dans l'alimentation comme pour engraisser, pour faire grossir les animaux. Donc il y a eu Et des justement, quantités non négligeables. Voilà. et ce qui est fou, c'est qu'on pense un peu que cette bactériorésistance, notamment dans les hôpitaux, c'est dû à la prescription un peu facile des médecins généralistes libéraux qui prescrivent des. En fait, non, la vraie causalité pourrait venir de l'élevage intensif qui a été ensuite, les bactéries se propagent à l'homme. Donc, d'un point de vue écologique, c'est très intéressant à le dire. Ah, ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé préconise d'avoir des approches très globales, en fait, pour pas seulement essayer de régler des cas particuliers, mais vraiment prendre le problème dans son contexte intégral, parce que effectivement, le problème de l'animal se transmet à l'homme, se retrouve dans l'environnement, et c'est des chaînes un petit peu sans fin. Donc, adresser vraiment la problématique de manière transversale pour prendre toutes les dimensions en compte sur ce genre de sujet, ça semble important. Et puis voilà, ça permet de limiter la diffusion de molécules dans l'environnement. Je le disais tout à l'heure, il y a des molécules qu'on utilise aujourd'hui, mais même pour traiter du bio en agriculture, hein, le cuivre, bon, mais le cuivre, ça devient hyper problématique aujourd'hui. C'est aussi utilisé dans les peintures pour bateaux pour lutter contre le fouling, parce que c'est des molécules très toxiques, mais ça s'accumule dans l'eau. Enfin, et aujourd'hui, Le fouling, on rappelle, c'est le biofilm des ouais, c'est le biofilm, c'est micro-bactéries ça. marins qui se mettent sur le. Ouais, Eh, ouais. Exactement. Et en fait, ben, ça fait partie des molécules qui sont efficaces, hein, il faut être clair, mais pour quelles conséquences aussi sur le long terme, etc. Et donc, il y a un bénéfice-risque. Aujourd'hui, on n'enlève pas ces molécules-là complètement parce qu'on n'a pas d'alternative, en fait. Hein. Et il est important d'en développer pour justement limiter les effets de ces traitements-là. Donc, c'est toujours un arbitrage entre, ben, c'est le bénéfice-risque hein, qu'on retrouve en santé humaine aussi, hein, mais quand on est sur voilà, des centaines d'hectares, des milliers d'hectares à traiter, on imagine les conséquences que ça a d'épandre des molécules comme ça qui ne se détruisent pas. Du cuivre, c'est du cuivre, hein, ça ne se dégrade pas. Donc voilà. Si tu me permets peut-être encore une question sur l'enzyme, comme elle vient d'un archéa enfin, extrémophile, donc elle est très thermorésistante, elle est même, j'imagine qu'elle est même résistante aux protéases en général, ou Ouais, elle est-ce est que beaucoup plus résistante qu'une enzyme conventionnelle. Ouais, ça, c'est des choses qu'on a démontrées aussi. Ouais. et donc sur le plan de l'alimentation, si on l'incorpore dans, je dirais, en tant que gélule ou ou on la mélange dans l'alimentation animale ou même un jour peut-être pour l'homme, je sais pas, pour la gastroentérite bactérienne comme ça. Est-ce que vous avez des idées éventuellement sur sa toxicité ou pas du tout? Est-ce qu'elle est digérée? Est-ce qu'elle n'est pas digérée? Est-ce qu'elle induit de l'allergie ou on peut y aller? Alors, c'est très intéressant ta question. Effectivement, c'est quelque chose qu'on nous demande souvent, c'est-à-dire est-ce qu'elle est très stable, est-ce qu'on va arriver à s'en débarrasser finalement? Et en fait, elle a l'intérêt d'être
beaucoup plus stable qu'une enzyme conventionnelle, ce qui fait que quand on va l'exposer à des solvants, je ne sais pas, des contraintes physico-chimiques particulières, intrinsèquement, elle est plus résistante. Par contre, quand on la met dans un environnement où il y a le tout venant naturel, il y a des micro-organismes, il y a plein de choses, ça reste une protéine classique et donc elle finit par être dégradée en quelques jours par l'environnement. Là-dessus, c'est une protéine sans modification particulière. Ça reste une chaîne d'acides aminés qui va être digérée par des protéases, même si au départ, elle est un peu plus résistante que le reste. Et à la fin, le vivant, comme on dit, il est gourmand et il arrive à se nourrir de tout. Donc voilà, on a l'avantage qu'elle soit stable pour pouvoir la manipuler, pour pouvoir l'industrialiser, pour pouvoir la formuler, en faire des applications, mais on n'a pas l'inconvénient de quelque chose de bioaccumulable. Voilà. Ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Ça se dégrade dans les sols, ça se dégrade dans l'eau. On n'a pas les inconvénients des molécules traditionnelles. Voilà. D'accord, c'est vraiment fascinant, hein. Et aujourd'hui, en termes, je dirais juste d'un point de vue, le record, à partir de cette même enzyme et de ces modifiés, de ces mutants, on va dire, puisque c'est le terme que nous, on utilise en labo, le mutant, mais les gens ne sautent pas de leur chaise. C'est hein, c'est juste pour dire qu'on a modifié l'enzyme originale, l'enzyme originelle. Aujourd'hui, vous êtes à combien de réactions chimiques référencées qu'elle est capable de faire? En partant d'un substrat donné, est-ce que c'est combien de substrats au départ différents vous pouvez lui soumettre? Alors ça, je saurais pas dire parce qu'en fait, ces enzymes-là sont ce qu'on appelle de la promiscuité naturelle et elles sont capables de catalyser beaucoup de réactions. Donc, On c'est les des a familles, spéciales. ils s'attaquent à des familles de groupes chimiques plutôt qu'à des molécules. Ouais, c'est ça. Typiquement, cette enzyme, au départ, on l'a identifiée pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec les molécules de communication des bactéries. On l'a étudiée parce qu'elle avait des capacités à dégrader des molécules neurotoxiques qui sont utilisées comme insecticides, les organophosphorés, ou comme armes chimiques, comme le sarin, par exemple. Donc, tout départ, on est allé chercher ces molécules-là pour ces capacités-là, et c'était des projets historiques avec la défense. Et puis, c'est en travaillant sur ces molécules-là qu'on s'est dit, on a étudié la littérature, on a vu qu'il y avait des enzymes qui ressemblaient et qui faisaient un tout autre type de réaction qui est celle qu'on étudie aujourd'hui. Mais au départ, les molécules organophosphorées qu'on ciblait n'ont rien à voir avec les molécules qu'on étudie aujourd'hui. Et pourtant, c'est la même enzyme et naturellement, elle est capable de faire un peu les deux. Maintenant, on a spécifié pour qu'elle soit vraiment très efficace sur les molécules de communication, mais elle a une plasticité naturelle assez incroyable. Et on l'a spécifié et on a eu des gains de plusieurs milliers de fois d'augmentation d'activité pour la spécialiser sur les molécules qui nous intéressent aujourd'hui. Mais C'est fascinant parce que, encore une fois, quand on s'intéresse à Green Genentech, au départ, tu vois, il y a une petite réaction, on dit non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Et puis, plus on est fasciné, et c'est vraiment fascinant, quoi. Donc, bon, là, c'était juste pour ma curiosité intellectuelle sur l'enzyme. Donc là, vous en êtes où? Et ce que j'ai vu aussi, que vous aviez un gros partenaire industriel qui est entré au capital. On peut les citer? Proxy, c'est ça? oui, bien sûr, c'est le groupe Proxys Développement. Donc, c'est une société plutôt au départ dans les métiers de la chimie avec une petite branche biotech aussi. Puis voilà, ils s'intéressent aussi à tout ce qui est un peu émergent. Ils veulent se diversifier un petit peu. Donc, on travaille de manière étroite avec eux maintenant. Ils sont au capital de la société. Et ils ont déjà des infrastructures aujourd'hui, des fermenteurs industriels dans lesquels on pourrait produire ces enzymes aussi. Donc, c'est tout notre travail aujourd'hui, hein, c'est de faire la montée en échelle, de voir voilà, des niveaux de volume autres que ceux qu'on fait dans des labos. Comment on peut produire ces enzymes, comment on peut la purifier, la sécher pour avoir des produits commercialisables. Voilà, ça c'est tout notre travail, en plus de démontrer tout le potentiel applicatif, parce que quand on va développer un biopesticide, il faut quand même avoir montré un certain nombre de choses et avoir qualifié sa technologie en termes d'efficacité, en termes de non-toxicité. Voilà, donc c'est tout ce travail-là qu'on fait avec eux. Je me permets une question, entre guillemets, un peu sensible, mais bon, tu peux me dire, je ne peux pas répondre, il n'y a pas de souci. Donc, Proxy, ils sont rentrés au capital, ils sont minoritaires ou ils vous ont racheté, ou ils sont majoritaires, en gros, hein. Est-ce qu'ils sont, ou est-ce que vous avez toujours la main sur la stratégie de l'entreprise On a ou... toujours la main sur la stratégie de l'entreprise, puisque moi je suis président, enfin je suis directeur, mais oui, ils ont pris une part très significative de la société.
Et justement, l'idée à la fin, c'est pourquoi pas de s'intégrer complètement au groupe. Euh, D'accord. mais au jour d'aujourd'hui, on sait quand on est sur des technologies comme ça qui sont très spécifiques, qui sont vraiment des sujets, il y a beaucoup d'années de recherche auparavant, et il y en a encore après, c'est très difficile de ne pas travailler avec les fondateurs parce qu'il y a une expertise, il y a voilà, une particularité. Donc là, l'idée, c'était quand même de nous garder associés un maximum parce que ça ne se transfère pas du jour au lendemain. Voilà. Absolument, Et qu'il reste absolument. encore beaucoup de choses à démontrer. Donc, on a encore des programmes de recherche aussi pour finir de comprendre les choses, pour améliorer encore les enzymes. Donc voilà, là-dessus, on travaille main dans la main avec eux pour arriver le plus loin possible. Ouais. Et donc aujourd'hui, vous cherchez éventuellement des partenaires, j'imagine, des utilisateurs finaux qui pourraient vous contacter. Est-ce qu'un éleveur ou est-ce qu'un agriculteur ou est-ce qu'un un professionnel agroalimentaire pourrait vous contacter ou comment ça se passe? Nous, on n'aura pas forcément vocation à être metteur sur le marché directement auprès des agriculteurs ou auprès voilà, de l'éleveur. Par contre, on va travailler avec des firmes spécialisées. Donc, nous, notre travail sera sûrement essentiellement sur du B2B, hein, donc travailler avec des spécialistes de l'agrochimie et de l'agrofourniture. Euh, et là-dessus, oui, on cherche forcément des partenariats. On en a déjà certains sur la nutrition animale. On veut faire la même chose sur l'aspect agriculture. Et il faut vraiment aussi avoir des gens qui soient motivés par l'innovation parce que ce n'est pas forcément les secteurs sur lesquels il y a eu le plus d'évolution les dernières années, parce que aussi c'est très long de développer les choses. Et donc, il faut avoir des gens qui aient aussi cette motivation, une vision sur le long terme, de vouloir un peu changer le game, quoi. Et donc, voilà. Après, c'est vraiment des sujets de filière, entre guillemets, hein. C'est des nouvelles approches pour redynamiser un petit peu l'agriculture avec des technologies nouvelles. Donc, il faut à la fois des partenaires industriels, mais il faut aussi que les institutionnels qui s'occupent aussi des aspects réglementaires, qui s'occupent de tout ça, ben, nous suivent parce que, comme je dis, quand il n'y a pas de comparable, la barrière à l'entrée est toujours plus élevée que si on refait une chose qui a déjà été faite. Donc voilà, il faut changer un petit peu les dogmes sur les méthodes de protection des plantes ou de stimulation. Et donc voilà, c'est toute une chaîne de valeur qu'il faut construire là-dessus, de l'utilisateur au metteur sur le marché, à l'institutionnel qui réglemente. Il faut aligner les planètes pour que les choses se fassent. Et en termes de marché à l'international, il y a des enjeux énormes, hein, notamment l'Inde, la Chine. Je pense que vous avez un bel avenir. Hein, est-ce que c'est des choses que tu regardes? Tu as des contacts avec ces pays-là Les partenaires quoi, avec lesquels on cherche à travailler sont forcément des partenaires internationaux. Nous, sur l'alimentation animale, on travaille avec un des leaders mondiaux et il faut qu'on fasse à peu près la même chose sur l'agriculture. Donc voilà, les problèmes de bactéries et d'infections, etc., ils sont mondiaux. Si demain, en plus, on se met à développer des molécules antifongiques, et on a des bons candidats là, donc on est assez confiant. Non, ben voilà, il y a des groupes de l'agrofourniture où, je ne sais pas, 80% de leur chiffre d'affaires, c'est autour des fongicides, quoi. Donc, si demain, on leur dit votre molécule, elle est trop toxique et il ne faut plus l'utiliser, ben, ils ont tout intérêt à trouver d'autres alternatives. Donc, voilà. Là, je reviens encore sur l'élevage des porcs. Parce que là, et pourquoi je te dis ça? Parce que c'est par rapport à la Chine. Ils ont un projet de construction d'un espèce d'immeuble énorme, une espèce de gratte-ciel où ils vont mettre des porcs à tous les étages avec des densités de dingue. Donc, je n'ose même pas imaginer ce qui peut éventuellement se passer s'il y a un problème sanitaire. Ouais, je pense qu'il vaut mieux pas Bah non, pas justement, s'imaginer. Mais ouais. il vaut mieux y Non, penser et penser à vous, justement. C'est se dire peut-être que la solution, c'est vous qui allez l'apporter, après, moi, je suis aussi convaincu qu'il y a une seule techno n'apportera pas toutes les Hmm. réponses et il faut aussi combiner les approches. Nous, on a beaucoup aussi travaillé à montrer qu'il y avait des actions synergiques de nos enzymes avec des antibactériens classiques, avec des antibiotiques, avec des biocides, même avec des bactériophages qui, pour le coup, sont encore une autre innovation pour aller lutter contre les bactéries, les virus de bactéries. On arrive à trouver des synergies, à les expliquer scientifiquement. Je pense que maintenant, il faut les exploiter et il faut rajouter en fait des outils dans la boîte à outils pour aller lutter contre ces problématiques.
Je ne crois pas qu'il y ait une approche qui va révolutionner tout. Et je pense que c'est maintenant aussi la combinaison des approches, la synergie. Et voilà, pour moi c'est ça aussi l'enjeu. C'est de faire travailler les technos et les gens ensemble pour résoudre des problèmes. Mm. Écoute, c'est fascinant. On arrive à la fin de cette interview. Donc, si tu permets peut-être une petite question un peu plus légère pour finir, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à des ingénieurs ou à des doctorants qui aimeraient suivre ton chemin et qui aimeraient aussi s'engager dans l'innovation et la start-up? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à leur donner? Et puis, une deuxième question, est-ce que tu aurais peut-être une lecture ou un contenu qui t'a marqué, que ça peut être dans le domaine scientifique, dans le domaine de l'entrepreneuriat ou complètement, je dirais, qui n'a rien à voir, tu as carte blanche. Moi, ce que je conseillerais déjà, c'est d'être curieux parce que finalement, il faut être, notamment quand on se lance un peu sur des sujets d'innovation, il faut pas refaire systématiquement ce qui a été fait. Donc là-dessus, il faut une curiosité naturelle pour aller vers les choses. Et puis si on se lance dans un environnement start-up, de société un petit peu innovante, avec aussi on va dire, ces contraintes de devoir un peu toucher à tout, parce que quand on n'est pas beaucoup dans une entreprise, il faut être aussi au four et au moulin et aux deux en même temps. Il faut avoir aussi la curiosité scientifique, mais la curiosité tout court pour aller. Moi, c'est moi qui ai fait le site internet de l'entreprise avec une collègue. Enfin, il faut être vraiment sur tous les fronts parce que voilà, ça devient aussi son bébé et il faut être à tous les niveaux. Et puis, l'autre gros conseil moi, que j'aurais, c'est quand on se lance dans des aventures comme ça, il ne faut pas croire que les problèmes, on est les seuls à les avoir et qu'on est tout seul contre tous, quoi. En fait, il faut discuter, il faut échanger avec les gens, il faut aller voir d'autres entrepreneurs, il faut s'entourer parce que les problèmes qu'on a toujours avant nous, quelqu'un les aura eus, aura trouvé des solutions ou aura eu un cas de figure assez proche et pourra apporter du conseil. Et il faut partager, faut s'entourer. Moi, je sais que quand j'ai pris la direction de l'entreprise, une des premières choses que j'ai fait, ça a été de me connecter un peu à tous ces écosystèmes qui existent, de l'innovation, les pôles de compétitivité, les incubateurs, tout l'écosystème de l'innovation. Et ça nous a énormément apporté. Ça rassure énormément aussi. C'est du conseil, c'est de la mise en relation. Et c'est ça aussi le secret des choses, c'est de ne pas rester isolé. Nous, on garde aussi ce pied dans l'IHU qui est un bastion de la recherche parce que ça permet d'échanger au quotidien avec les gens, ça permet d'aller voir des équipements qu'on n'aurait peut-être jamais imaginé, même qu'il existait ou qu'on n'aurait pas utilisé. Donc, c'est ça, c'est la curiosité, il faut la matérialiser aussi par les échanges avec des gens, quels que soient leurs horizons, qu'ils soient scientifiques, qu'ils soient entrepreneuriales, qu'ils soient, voilà, c'est tout ça qu'il faut vraiment cultiver au quotidien pour arriver à faire germer un peu la graine de l'innovation, quoi. Et c'est super ce que tu dis parce que c'est en fait quand on fait une thèse, souvent on passe des journées entières derrière le microscope pour faire des manips et donc on s'isole un peu dans sa tête et on devient un peu introverti, j'ai presque envie de dire. Mais alors que le job de l'entrepreneur, c'est justement d'être un peu, même beaucoup extraverti entre Ouais. guillemets, c'est-à-dire vraiment aller chercher le contact et l'interaction, puisque la startup c'est une aventure sociale avant de devenir une aventure économique. Donc Bien sûr, et puis je pense que dans la réussite d'un projet, la science est certes importante, mais je sais pas, c'est moins de la moitié du travail. Entre l'innovation technologique et puis derrière tout le chemin qu'il faut pour arriver à concrétiser les choses. Et nous, on n'est pas arrivé encore, on est en cours de route, mais on n'a pas encore de produits sur le marché. Et voilà, je sais que c'est un travail de tous les instants pour justement ne pas rester le nez dans le guidon et prendre l'ensemble des problématiques et des dimensions que compose un projet comme ça. Donc voilà, il faut vraiment pas sous-estimer ça. Et il y a toujours de la bienveillance à aller chercher autour d'un projet. Et en tout cas, nous, on a eu la chance d'en avoir. J'espère que c'est pas fini. Moi, je sais que j'essaye de le transmettre aussi. Et si les gens m'appellent, qu'ils ont besoin de conseils, j'essaye d'en donner aussi parce que je sais que ça nous a servi et que si ça peut, je peux rendre l'appareil, je le fais. Et voilà, je pense que c'est ça aussi le secret.
Formidable. Et éventuellement, si tu as quelque chose à nous conseiller, à lire, à regarder, à écouter, dans le domaine science, entrepreneuriat ou n'importe quoi. Carte blanche. Ouais, bon, bah, je vais pas faire original. Je pense que c'est par rapport aux thématiques sur lesquelles on travaille, c'est Darwin, hein, c'est l'origine des espèces et c'est avec tous les travers que ça, a, parce que entre guillemets, c'est daté, mais ça permet aussi de se rendre compte qu'à partir de l'observation, on peut imaginer des choses qui n'étaient pas forcément intuitives au départ et se dire que finalement, dans la nature, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui se passent. Et finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ça, hein, c'est domestiquer des outils que la nature a développés. Donc voilà, je pense que la nature est quand même un des savants, un des gros savants qu'on a à disposition et qu'il faut s'en inspirer. Voilà. Formidable. Merci infiniment, David. C'était vraiment un Avec plaisir. plaisir. Et puis, j'invite tous les gens qui sont intéressés, donc professionnels, agriculteurs, pouvoirs publics, consultants, de venir vous taper à votre porte pour discuter parce que ce que vous faites est vraiment précieux et important. Donc, c'est pas, je ne dis pas ça juste en l'air, je le pense vraiment. Donc, C'est merci gentil. beaucoup, David. Et puis, Avec très bientôt. plaisir. Ça marche.